et bienvenue à ce webinaire de la Chaire sur la décarbonisation en partenariat avec Propulsion Québec. Mon nom est Marc Purdon, je suis professeur ici à la Cour des sciences de gestion à l'UQAM et titulaire de la Chaire sur la décarbonisation. On est ici pour un webinaire présenté par Isabelle Cyr, directrice Affaires publiques et communications chez Lithium Technologies. Le titre de sa présentation, c'est Lithium Technologies et l'avenir du recyclage des batteries, intégrer la transition énergétique dans l'économie circulaire. On va avoir un petit mot de Geneviève de Latour et Michel Parent de Propulsion, puis après, on va avoir... Merci beaucoup, Marc, et merci également à toi, Isabelle, de l'émission Technologie, de participer à ce webinaire. Alors, Propulsion Québec, permettez-moi là, 2 minutes de présenter un peu qui on est. Donc, on est l'une des 10 grappes industrielles au Québec, la grappe sur les transports électriques et intelligents, fondée en 2017. On représente à peu près 225 membres qui vont de la start-up à la grande entreprise de tout l'écosystème québécois et même au-delà. On a 3 priorités à la grappe, donc 3 filières. Premièrement, la filière batterie, et on parle de l'extraction jusqu'au recyclage et à la réutilisation, d'où le sujet d'aujourd'hui. Chez Propulsion Québec, on couvre aussi évidemment les véhicules zéro émission, de la trottinette au train, donc tous les véhicules les camions moyens et longue distance, les plus petits véhicules, les balais de rue, etc. Donc, on a une gamme complète de membres qui couvrent l'ensemble de ces véhicules-là. Et évidemment, ben, les infrastructures de recharge, donc, qui est notre 3e filière. Ben, on est assez actif au Québec, très dynamique. On fait des missions commerciales. On représente tous nos membres auprès des ensembles des gouvernements, des 3 paliers de gouvernement, évidemment, pour renforcer la réglementation qui va accélérer cette transition-là vers l'électrification. J'aimerais vous présenter mon collègue Michel Parent, qui est directeur de la filière batterie, et c'est lui qui va mettre un peu la table pour la présentation d'Isabelle, avec quelques mots sur la filière batterie notamment et les différents programmes qu'on a chez nous à Propulsion Québec. Alors Michel, je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai pensé vous parler de la chaîne de valeur de la filière batterie du Québec. Ça représente quoi exactement la chaîne de valeur? Donc ici, prochaine slide. Attends un peu. Donc ici, on a le schéma de la chaîne de valeur de la filière batterie où chaque segment ou maillon représente un secteur d'activité spécifique de la filière batterie. Qui dit chaîne dit que tout est relié ensemble. Donc, par exemple, on ne peut pas faire de cellules si on n'a pas les matériaux et on ne peut pas faire de matériaux si on n'a pas les minéraux. Donc, chaque maillon est dépendant du maillon précédent. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le schéma de chaîne de valeur de la batterie est le même pour tout le monde, que ce soit en Allemagne, en Corée, aux États-Unis. C'est le même pattern, mais chaque pays est différent dans sa stratégie selon ses forces et ses faiblesses. Au Québec, on veut des acteurs à tous les maillons de la chaîne, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays. Donc, si on débute avec le secteur minier, comme je disais, ce n'est pas tous les pays qui possèdent un sous-sol bien rempli de MCS, de minéraux critiques et stratégiques, comme le Québec, et ce qui est un net avantage pour établir une chaîne de valeur. Les minéraux, c'est la base, c'est simple, pas d'MCS, pas de batterie, pas de chaîne de valeur. Donc, on débute avec l'exploration, l'extraction des MCS pour ensuite concentrer ces minéraux-là. Ensuite, on passe à l'étape de raffinage. Donc, ça, c'est l'étape où on produit plusieurs matériaux de grade batterie qui vont servir à produire les matériaux actifs. Donc, la 3e étape, des matériaux actifs de cathode et d'anode. Ensuite, il y a des acteurs qui vont fabriquer différentes composantes de batterie. Ensuite, on fabrique les cellules. Ensuite, on va connecter ces cellules-là en série et ou parallèle pour fabriquer des modules, pour ensuite assembler plusieurs modules pour former les blocs batterie ou ce qu'on appelle les battery packs. La chimie des cellules, la grosseur des cellules, le nombre de cellules par module, le nombre de modules par pack dépend de l'application. Évidemment, un scooter, c'est un petit pack, tandis qu'un camion électrique, c'est un gros pack.
Ensuite, ce pack ou ce bloc batterie est intégré dans les véhicules électriques. Après la vie utile d'un pack d'un véhicule électrique, les cellules peuvent être utilisées pour une deuxième vie dans une autre application. Donc, par exemple, le pack d'un véhicule électrique qui a perdu 20 de sa capacité initiale, qui est le critère de fin de vie pour un véhicule électrique, on peut utiliser ces cellules-là pour alimenter, par exemple, un système de stockage d'énergie, ce qu'on appelle une application stationnaire. Donc, on prolonge la vie des batteries, mais dans deux applications. Toutes ces batteries qu'on utilise dans la vie de tous les jours, ben, ça représente ce qu'on appelle la mine urbaine. Donc, après une deuxième vie des batteries, les batteries ainsi que les déchets de production de certains maillons de la chaîne sont récupérés, triés, acheminés aux recycleurs de batteries tels que Lithium. Isabelle, vous nous en parlez tantôt, pour qu'on récupère tous les MCS, soit sous forme de métaux ou de matériaux. Et ces MCS récupérés sont réintroduits à l'étape du raffinage. Donc, c'est ainsi qu'on crée la circularité, étape très importante dans la chaîne de valeur. Petite note, on peut recycler indéfiniment les batteries. C'est la beauté de ce recyclage-là. Pour avoir une chaîne complète, ça nous prend tous les maillons et le Québec, ben, on travaille fort pour mettre en place tous les maillons de la chaîne. Donc, prochaine slide, ici, je vais vous donner une vue d'ensemble des différentes compagnies qui constituent les maillons de la chaîne de valeur de la filière batterie. Petit point, il faut garder ici à l'esprit que toutes ces compagnies-là ne sont pas au même niveau de maturité. Certaines produisent déjà, d'autres pas encore. Mais bon, ça vous donne une idée de l'écosystème en place. Donc, à l'étape 1, il y a 24 entreprises dans l'extraction minière concentrée. L'étape 2, 18 entreprises au niveau du raffinage, 8 entreprises au niveau des matières actives. Je n'ai pas pu mettre tous les logos là, dans certaines boîtes. Là. Par exemple, les 24 entreprises n'avaient pas cette place, mais ça vous donne une idée des compagnies en place. Pour composants de batterie, 8 entreprises au Québec. Au niveau des cellules, 5 entreprises. 7 entreprises au niveau de l'assemblage et modules. Pour ce qui est de l'intégration, c'est encore un autre gros bloc au Québec, 31 entreprises. Pour la réutilisation des batteries, la seconde vie, 3 entreprises. Et pour point de vue recyclage, 4 entreprises au niveau du Québec. Lithium se retrouve au recyclage et un peu plus tôt au niveau du raffinage. Donc ici, je vais parler de la vision de la filière batterie, notre vision. Donc, la filière batterie, ben, ça représente un énorme potentiel pour le Québec, pour la stabilité des approvisionnements, pour les achats locaux, pour les retombées économiques, pour les différentes régions ou au Québec en général. Devant la compétitivité mondiale et puis évidemment avec les changements géopolitiques récents, ben, le Québec doit garder le rythme, faire preuve de proactivité pour conserver notre leadership. On ne se le cachera pas, au Québec, on est leader au Canada, puis je dirais pas mal au monde. Ensuite, il faut valoriser la valorisation des batteries tout au long de leur cycle de vie est importante pour réussir la transition énergétique. On va en parler tantôt avec le recyclage. Ici, j'ai quelques exemples de projets qu'on fait à Propulsion Québec. On a un projet pilote de traçabilité des matériaux critiques et stratégiques pour la filière batterie québécoise. On a aussi un projet de meilleure pratique pour l'entreposage des batteries lithium-ion et une étude à venir sur un matériau actif de cathode. Donc, c'est quelques exemples des projets qu'on a. Et voilà, c'est tout pour ma partie. Je te laisse la place, Isabelle. Bon, encore une fois, merci Marc là, pour l'invitation. Je suis ici aujourd'hui là, en train d'explorer avec vous à très haut niveau les tendances des politiques mondiales qui influencent le secteur du recyclage des batteries et voir comment ces tendances-là favorisent ou nuisent, dans le fond, la transition vers une économie circulaire. Donc, je vais d'abord vous parler là, très, très brièvement de Lithium Technologies. Ensuite, rentrer dans le vif du sujet, parler de l'importance de l'économie circulaire dans la filière batterie, l'environnement réglementaire qui encadre le recyclage des batteries des véhicules électriques et les tendances politiques mondiales, enfin, pour enfin finir avec les enjeux et les opportunités qu'on a pour nos décideurs publics. Donc, Lithium Technologies, c'est une entreprise d'ici qui a été
fondée à Montréal en 2018, qui a comme mission là, de développer et déployer des technologies de recyclage de pointe permettant à récupérer les matériaux critiques des batteries usées et aussi réduire la dépendance sur l'extraction minière. Donc ça, c'est le faire la manière la plus durable. On a été capable de démontrer là, qu'avec les deux étapes de notre technologie, on est capable de récupérer 95% des métaux qui se retrouvent dans les batteries en fin de vie. Aujourd'hui, on a plus de 80 employés, 3 emplacements. Donc, on a notre siège social à Anjou, un centre d'excellence aussi à Anjou et une usine commerciale à Saint-Bruno qui fait la première étape du recyclage des batteries. Je vais vous le montrer sur la prochaine diapo. Donc, voici notre processus en 2 étapes. La première, c'est vraiment de venir faire la séparation mécanique. Donc, on le fait à travers d'un broyeur pour ressortir le concentré de minéraux et de minéraux critiques. Donc, les MCS, donc Michel parlait. Les 3 gros, là, c'est vraiment le cobalt, le nickel et le lithium. Mais il y a aussi du manganèse, du graphite et puis il y a d'autres sous-produits qui se retrouvent dans les batteries. On est capable, avec notre usine, de venir séparer les copeaux de cuivre et des copeaux d'aluminium pour pouvoir les réutiliser aussi. Donc, tout ce qui se trouve dans la batterie, les plastiques, on vient tout séparer et tout revaloriser dans le marché, soit un marché local ou un marché international pour la fabrication de nouvelles batteries. Donc, on en a parlé un petit peu. Oups, est-ce que je suis allée trop... Oh non, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'environnement, les deux technologies? Une étude qu'on a fait en 2022 là, par Enviro Access a démontré qu'en comparaison à l'extraction minière, notre technologie permet là, une réduction significative des GES. Donc, on parle de 72% moins de GES et aussi une réduction de la consommation d'eau et des polluants atmosphériques. Donc, on est à 96% moins d'utilisation d'eau et à 52% là, pour les SOX et d'autres polluants atmosphériques. Donc, ça contribue là, à un modèle qui est pas mal plus durable pour la fabrication de nouvelles batteries. Bon, là, j'arrive à la diapo que je voulais faire le lien avec Michel. Là. On en a parlé un petit peu de la chaîne. Là. Moi, je vous montre un différent visuel. Fait que quand on parle de recyclage de batteries, souvent, là, on associe ça à les batteries dans les véhicules électriques ou les véhicules hybrides en fin de vie qu'on vient récupérer et recycler. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le lithium joue un gros rôle tout au long de la chaîne, puis pas mal plus au début de la chaîne. Donc, on récupère et on revalorise les matériaux critiques à chaque étape de leur cycle de vie. L'industrie étant naissante en Amérique du Nord, ce que ça veut dire, c'est que les rebuts de production dans les premières années de l'implantation d'une usine sont plus volumineux en termes de pourcentage. Et puis même à terme, là, ce qu'on voit en Chine, c'est que ça continue. Là, les rebuts de production, il va toujours y avoir un petit peu de rejet, même si les pourcentages sont plus bas. Donc, on va continuer à jouer un rôle là-dedans. On parle là, fait qu'on intervient donc là, pour récupérer les poudres de cathode et d'anode. Donc ça, c'est l'espèce là, de feuille qui est le positif et la feuille aussi qui est le négatif. L'anode, c'est le graphite. Le cathode, c'est là qu'on retrouve le cobalt, le nickel et le lithium. On a aussi là, des produits non conformes, des cellules non conformes, des modules, des rappels de batterie dans les véhicules électriques. Et bien sûr, à la fin de la vie, on va aller chercher les batteries à plusieurs différents endroits. Donc, soit ça vient directement du véhicule électrique ou ça vient là d'une deuxième vie. Souvent, la deuxième vie d'une batterie va aller dans l'entreposage d'énergie, par exemple, ou ça peut être une batterie neuve qui va dans l'entreposage d'énergie. Donc, quand la fin de vie arrive à ce niveau-là, on peut aller les récupérer. Il y a les recycleurs qui peuvent aussi avoir des batteries qu'on vient récupérer. Donc, on a mis en place là, des contrats avec différents producteurs et aussi un portail là, pour venir récupérer ces batteries-là. Maintenant qu'on a fait le topo là, sur le lithium et le rôle qu'on joue dans la chaîne, je vais vous parler un petit peu de l'importance de l'économie circulaire dans la filière batterie. Donc, il y a 4 grandes raisons pourquoi je pense que c'est vraiment primordial. La première, c'est face à l'augmentation rapide de la demande des batteries. Donc, on sait qu'il y a eu un ralentissement au niveau de l'adoption des véhicules électriques, mais c'est une tendance qui est quand même croissante. Ça va continuer et puis ça va mettre énormément de pression sur la demande des minéraux.
Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir le recyclage. Il y a différentes solutions pour atténuer la demande des matériaux de batterie et le recyclage, là, c'en est une qui est très, très importante. Ensuite, la deuxième raison, c'est dont j'évoquais plus tôt, là, et l'arrivée des usines de batterie en Amérique du Nord amène déjà un volume important de matériaux à recycler. Quand on regarde le volume total puis comment que ça se divise, on a environ 70% du volume à recycler en Amérique du Nord qui vient des rebuts de production versus 30% qui vient des batteries en fin de vie. On a plus de 300 000 véhicules zéro émission au Québec, donc on peut s'imaginer là que ça va continuer à croître et puis on va se retrouver avec des batteries en fin de vie à recycler. Donc d'ici le 2030, on pense que ça va être environ, les études démontrent que ça va être environ 50-50. Donc 50% du volume va être des véhicules en fin de vie et l'autre 50% va être des rebuts de production. La troisième raison pourquoi c'est important de mettre en place une économie circulaire, c'est tout simplement bon pour la planète. On entend souvent dans différents milieux là, que fabriquer une voiture électrique émet plus de GES qu'une voiture à essence. Honnêtement, je trouve cet argument un peu trompeur quand on choisit juste d'ignorer les émissions liées à l'utilisation puis on regarde juste la fabrication. Donc, il y a certainement là, des gains à faire au niveau de l'approvisionnement des différents matériaux pour fabriquer un véhicule électrique. Ça, c'est le graphique que vous voyez à votre droite, le cycle de vie GES là, pour les véhicules électriques versus les véhicules à essence. Donc, il y a certainement des optimisations à faire à ce niveau-là. Puis, ce que vous voyez en rouge, c'est les émissions liées à la batterie. Et puis là, on retourne au graphique à la gauche, on voit qu'on peut venir réduire les émissions pour la fabrication d'une batterie par 4. Donc, si on utilise des matériaux recyclés, on vient diminuer l'effet, l'empreinte carbone de la fabrication de la batterie de façon importante. Finalement, une grande partie des matériaux des MCS issus du recyclage est envoyée en Asie en ce moment pour être raffinée. Fait que ça démontre la nécessité de développer une capacité locale de traitement en Amérique du Nord afin là, de s'assurer que tous les minéraux critiques qu'on extrait de nos sols, qu'on soit capable de les réutiliser à continuité. Donc, sans le recyclage, on ne sera pas capable. Ce que vous voyez là, c'est vraiment là, que l'Asie domine à ce niveau-là. L'Asie a énormément de processus, de capacités de traitement pour tous les matériaux, les rebuts de production et les batteries en fin de vie pour pouvoir les traiter et les ramener dans de la production de nouvelles batteries. C'est un bon segue pour m'amener à l'environnement réglementaire. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de l'environnement réglementaire? On retrouve des grandes différences, des différences qui varient selon les régions. Il y a une approche qui est plus stricte au niveau européen. Donc, en Europe, on a décidé de remplacer la directive batterie par un règlement batterie avec des actes délégués. Et puis ça, ce que ça l'exige, c'est qu'il y ait des taux de récupération et de recyclage qui se retrouvent dans les cellules de batterie. Donc, ça se fait au fur et à mesure dans les prochaines années. Ensuite, c'est déjà en place. Donc, il y a déjà des taux de récupération obligatoires de 98% pour le cobalt et le nickel et 85% pour le lithium. Et dans plusieurs pays en Asie, là, ils intègrent déjà des matériaux recyclés dans la fabrication de nouvelles batteries. Au Canada, la réglementation du recyclage, ben, c'est pas vraiment spécifique là, à la batterie ou le recyclage de batterie. Là, on retrouve, dans le fond, la réglementation dans plusieurs différentes lois fédérales et provinces qui encadrent le transport des matières dangereuses résiduelles, le stockage et le traitement là, de ces batteries en fin de vie-là ou les rebuts de production. Selon moi, là, quand on regarde les dates, là, donc on a des lois qui datent des années 90, qui ont été mises à jour au fur et à mesure des années, mais selon moi, là, doivent subir des mises à jour importantes pour favoriser l'économie circulaire, parce qu'on n'est pas, en ce moment, là, on n'est pas en train de favoriser nécessairement. Donc, on a des règlements très élevés pour le traitement, le storage, le transport des batteries usées et des rebuts de production en fin de vie. On pense notamment là, au niveau de la province à la loi sur la qualité de l'environnement, le RAFI, le RMD et d'autres d'une province. Donc, chaque province a sa définition d'une matière dangereuse résiduelle. Le fédéral aussi a sa propre définition. Donc, ça cause énormément là, de fardeaux administratifs.
On peut aller chercher des exceptions. Donc, au niveau fédéral, pour le transport, il y a une exception, là, le certificat d'équivalence qui peut aller chercher pour une partie de la réglementation. Il y a une exception qui existe aussi quand on importe des batteries de d'autres pays pour à des fins R&D. Malheureusement, l'exception est limitée à 25 kg et une batterie pèse environ 1000 kg. Donc, ça l'exclut, là, ce secteur-là. Donc, nous, quand on importe une batterie pour la tester, pour valider si on est capable de recycler et retourner les minéraux vers notre client, ça prend vraiment la batterie de véhicule électrique au complet. Donc, je disais 1000 kg, là, mais ça peut être entre 700 et 1500. Ce qui nous amène à parler des enjeux et des opportunités qui pourraient informer les politiques publiques. Ces jours-ci, je pense beaucoup à la crise tarifaire. Donc, on a vraiment ça devant nous. C'est quelque chose qu'on vit qui affecte toute l'économie québécoise, que ce soit directement ou indirectement. Puis ça me rappelle là, de ce que Winston Churchill avait dit, que chaque défi cache une opportunité. Donc, moi, je vois la crise tarifaire comme étant une opportunité. On pourrait s'en servir de levier stratégique pour bâtir une économie plus forte au Québec, plus durable, à travers aussi le Canada. On a vu là, dernièrement une article qui est sorti dans The Logic qui a compilé les données du commerce interne. Donc, quand on regarde le commerce interne au Canada, on voit que ça a diminué entre 1982 et 2022 de façon quand même importante et à travers chaque province. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est les obstacles administratifs et réglementaires divergents entre les différentes provinces qui compliquent le commerce interne au niveau du recyclage? En tout cas, je peux vous confirmer que le manque d'harmonisation des règlements au Canada et la multiplication là, des fardeaux administratifs, ça constitue nécessairement un frein au développement de l'économie circulaire parce que ça ajoute des coûts. Donc, au transport, là, on peut voir des coûts environ là, de 40 de plus en cause de la réglementation. Donc, on n'affecte pas, on change rien au niveau de la sécurité, mais juste le fardeau administratif rajoute des coûts importants. Si nous allégeons ces contraintes, nous pourrions favoriser une économie circulaire plus efficace et compétitive et ainsi là, inverser cette tendance de désunion commerciale entre les provinces. Enfin, là, j'arrive à mon point plus positif. On a une belle opportunité devant nous. Il y a une étude de RMI là, qui a beaucoup été partagée dans l'industrie, qui me donne, moi, plein d'espoir, qui donne à plusieurs dans l'industrie vraiment beaucoup d'espoir. Donc, elle démontre là, que la demande nette en minéraux pour les batteries pourrait approcher le net zéro d'ici 2050. Donc, on a, grâce là, à l'amélioration des taux de récupération, de recyclage, des véhicules plus efficaces, un changement de chimie. Toutes ces choses-là viendraient, dans le fond, accélérer cette tendance-là. On voit, là, il y a beaucoup de graphiques devant vous. En haut à gauche, que vous voyez, là, c'est que la tendance, ça peut être accélérée par rapport à ces différentes solutions. Le bleu, ce que j'ai encerclé, c'est vraiment l'effet que le recyclage a pour augmenter cette tendance-là. Ce que vous voyez en bas à droite, là, ça illustre l'espèce de boucle là, qui permet là, aux minéraux qu'on extrait de la mine d'être réutilisés au fil des années. Donc, ça met en évidence là, la nécessité de réduire là, la demande en minéraux en utilisant le recyclage et d'autres technologies. Bon, ben j'aimerais conclure avec ces 3 points. La transition vers les véhicules électriques, l'arrivée des usines de batterie, la croissance de la demande de ce que j'appelle les sels de batterie, les espèces de métaux qui se retrouvent dans les batteries, rendent essentielle une politique favorisant la circularité locale des matériaux de batterie. Deuxièmement, l'environnement réglementaire et politique au Canada bénéficierait vraiment d'une mise à jour au niveau, une mise à niveau en fait de favoriser l'économie circulaire dans ce secteur. Et finalement, un équilibre entre la demande et l'offre de produits recyclés à portée de main et les décideurs politiques peuvent aider à accélérer cette tendance afin de développer cette nouvelle industrie tout en respectant nos limites planétaires. Merci beaucoup. Marc, est-ce qu'on...